Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Marie-Hélène. Alors, j'ouvre vos sons. Oh là là, il y a du monde. Super. Bonjour tout le monde. Hop, si vous voulez prendre la parole, je vous ai mis le micro. N'hésitez pas. Hop, bonjour. Bonjour, bonjour. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Tout oui. Alors, partage d'écran. Hop. Hop. Le partage d'écran sur ça. Hop, hop, hop. Partager l'écran. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons parler de la recherche et du développement durable. Olivier, veux-tu me rejoindre, s'il te plaît? Voilà. Donc, pour l'instant, je vais vous mettre en muet le temps de préparer de présenter les environs. Donc, Olivier et moi-même allons vous animer comme tous les mois la code sur le développement durable et surtout la R&D aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est qu'une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus. Je trouvais que ça présentait bien le sujet. Est-ce que tout le monde, bonjour tout le monde, super. En effet, la R&D, c'était depuis 1800 et quelques. Donc, c'est important de ne pas s'attarder à la qualité du sujet, mais de sa vertu à venir. Donc, du coup, hop, je vous ai trouvé la définition sur les sites internet divers et variés habituels. Donc, le CDE a essayé de définir et de codifier les travaux de recherche et de développement. Ce sont des travaux de création qui sont systématiques afin d'accroître les connaissances de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que son utilisation pour de nouvelles applications, en résumé. Donc, de façon exhaustive, mais par contre de façon inclusive, ça englobe la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Donc voilà le contexte sur la partie définition de la R&D. Et pourquoi on l'associe au développement durable? Eh bien, on va vous l'expliquer au fur et à mesure, mais surtout, on va vous recommander en fin de présentation de faire un tour de table individuellement. Chacun nous expliquera ce que ça lui a évoqué et ce qu'il a mis en place dans son périmètre. Donc, un premier requis, quels sont les investissements à R&D au niveau international? Eh bien, on voit au premier rang la Corée du Sud, avec sa part du PIB à hauteur de 4,3% et 6 856 chercheurs par million d'habitants. Donc, c'est un très fort investissement. Le deuxième, c'est Israël. Et la France se retrouve en 13e position sur la part du PIB à 2,3% pour 4 233 chercheurs par million d'habitants. Mais en termes de volume financier investi, elle est à 53,7 milliards d'euros et c'est le 6e pays au monde. Donc, une part importante de recherche et de développement de la part de la France, ce sont des sources de 2018, donc c'est relativement récent. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas. Donc, pourquoi on parle de R&D et de développement durable? Donc, je vous rappelle les enjeux environnementaux, sociaux et économiques que l'on a vus le mois dernier. Donc, c'est juste un rappel de l'augmentation exponentielle de la population. C'est notre empreinte avec des ressources limitées, notre empreinte carbone qui est de plus en plus importante. Donc, aujourd'hui, nous aurions besoin de 4 terres pour répondre à nos besoins. Enfin, une accélération de la journée du dépassement tous les ans. En 1973, c'était le 23 décembre et en 2017, c'était le 2 août. Donc, une grosse problématique sur les déchets plastiques. Donc, il faut que les acteurs
fasse de la recherche et du développement sur les emballages, sur le plastique, sur l'usage unique, quel qu'il soit. Pour nous, l'important, c'est une posture. Bon, une posture, c'était la dernière fois sur les déchets de bien consommer. Cette fois-ci, c'est de bien produire pour éviter des dépenses, pour corriger. Donc, la première chose, c'est de refuser de produire ce dont on n'a pas besoin. Donc, c'est un vrai enjeu pour vous, fournisseurs. Réduire ce dont on a besoin, donc dans votre chaîne d'approvisionnement, et réutiliser ce que l'on consomme. Et enfin, recycler sur 2 piliers, la matière et l'énergétique, et éviter l'enfouissement, qui va être donc l'archéologie de demain. C'est quand nos futures générations feront de l'archéologie sur notre territoire, ils découvriront nos déchets. Donc, c'est un point important qui est important de recycler de façon, pérenne. Donc, du coup, c'est un raisonnement. Pour moi, on peut s'appuyer sur l'économie circulaire qui anticipe le texte de loi qui sont en cours de rédaction, qui va avoir 3 domaines d'activité que vous avez de décliner ici, 7 piliers, mais on en a déjà parlé. Et donc, à chaque étape du processus de fabrication, il faut se poser différentes questions. Est-ce que mon extraction et mon exploitation est durable? Est-ce que ma conception est éco-conçue? Est-ce que je fais bien une écologie industrielle et territoriale? C'est-à-dire, est-ce que mon produit peut être mutualisé entre les écoles, les hôpitaux, la mairie, par exemple? Est-ce que du coup, je ne peux pas avoir une économie de fonctionnalité? À la place de vendre, je loue ou je fais une prestation de service. Alors, qui va au-delà de la prestation, par exemple, sur les voitures, la location de voiture n'a pas résolu le problème de la fonctionnalité de la voiture. Pour moi, la voiture électrique n'est pas totalement une solution parce que est-ce qu'on a pensé au recyclage des batteries et au sourcing de l'électricité, à la durée de vie? On pourrait parler de l'échec sur Paris de la voiture électrique Autolib qui du coup, on a béné toutes les voitures, elles sont en démantèlement, mais il n'y a pas de durabilité. Ensuite, est-ce que je fais bien ma sensibilisation auprès de mon consommateur et sur sa version? Est-ce qu'il fait bien un achat durable, conscient, qui inclut bien la prise en compte du coût global et des coûts cachés? Est-ce que là aussi, je réponds aux justes besoins de mon consommateur? Est-ce que je ne lui propose pas une surconsommation? Est-ce que j'allonge bien la durée d'usage de mon produit? Est-ce que je le sensibilise bien à la maintenance, aux gestes d'éco-sensibilité? Donc tout ça est important. Et la dernière étape, est-ce que j'ai bien anticipé comment vont être gérés mes déchets? Voilà, donc ça c'est à mon avis le raisonnement que vous pouvez inclure dans vos réflexions, c'est est-ce que je réponds à ces 3 domaines d'application? Pour moi, il n'en manque qu'un, mais vous l'avez intégré, c'est le pilier social que je mettrai au milieu. Comment mes collaborateurs, comment mes parties prenantes en termes d'humain ont bien été inclus dans cette démarche, c'est-à-dire à la fois sur la préservation de leur santé et sur leur organisation interne de travail. Alors, on a les risques d'une mauvaise gestion. Donc, si par exemple, eh bien, on reprend le cas des voitures électriques, eh bien, elles vont être bénées. Je n'ai pas géré le risque environnemental et le risque financier. Donc, du coup, j'ai des coûts élevés de prestations de traitement et d'enlèvement des déchets et de démantèlement. Et en cas de pollution, donc je parlerai de l'exemple d'un établissement de santé qui avait mis en place un contenant pour ses effluents. Ce contenant s'est renversé, a pollué la rivière de proximité, 3 000 € d'amende par l'association des pêcheurs de proximité. Donc là, c'est un risque. Dans la réflexion R&D, je gère mes effluents, comment je le fais de façon efficiente? Eh bien, j'inclus les risques de la mauvaise gestion. Le risque pénal, donc les lourdes amendes et peines de prison quand c'est beaucoup plus grave. Et le risque commercial, de la notoriété de l'établissement de santé ou
de la structure. On va, exemple, le procès qui est en cours du Mediator, qui a toujours ses répercussions depuis 10 ans. Donc, vous voyez, si la R&D avait inclus tous les risques que l'on a cités en amont, on n'aurait pas eu ces risques-là. Alors, chez CAP, la R&D chez CAP, c'est des référencements de nouvelles technologies ou de nouvelles approches avec l'aide d'Olivier Thomas et de son équipe, où on va chercher tous les produits RSE, respectueux de la santé et de l'environnement, c'est-à-dire sans substances toxiques avérées et suspectes. Des nouvelles technologies avec l'équipe de Thierry Monin sur le référencement de plusieurs acteurs, TocTocDoc, toutes ces nouvelles technologies dont vous êtes peut-être des fournisseurs dans l'audience d'aujourd'hui, des nouvelles technologies sur les produits d'entretien. Par exemple, je pense à une licence proposée par Prodim chez nous, où il n'y a pas de phrase de risque, pas de picto de dangerosité à base de bactéries. Donc, c'est vrai qu'on est dans une approche de précaution, puisqu'on s'entoure d'experts. Donc, la commission ADIR, qui va rassembler des établissements de santé, des experts de thématiques qu'on aborde, fait des tests in situ, et de ces tests, on arrive à des conclusions. Et là, on se fait nouvellement accompagner par un expert médecin hygiéniste qui va nous valider nos procédés et pouvoir nous aider sur la communication de ces procédés. Donc, la communication aujourd'hui sur l'innovation et la R&D chez CAP, ce sont les cahiers d'innovation qui sont envoyés à nos établissements de santé, qui font référence à des innovations organisationnelles, technologiques et de procédés d'accompagnement ou de tout ce qui est innovant. Donc, on sort de la boîte, on ne sait pas ce que c'est et on le découvre. Donc, il nous faut un petit peu de tests en amont, de vérification. Donc là, par exemple, on vient de référencer des couches bébés. Grâce aux tests faits par le fournisseur et à la charge du fournisseur et l'aide de Olivier Thomas et de son équipe, de tests de toxicologie, donc ils sont exempts de toute substance. Après, on essaie de trouver des nouveaux acteurs qui vont plus loin. Donc, il s'avère que dans le coût complet, bilan carbone et coût économique, la couche lavable est la meilleure solution. Donc, on est en discussion avec un acteur. Donc, voilà un peu le procédé chez CAP. Ensuite, comment on vous challenge? Eh bien, la politique RSE de CAP est sur les 17 objectifs de l'ONU, comme je vous ai déjà montré. Et l'indicateur, enfin, l'objectif numéro 9 répond à cette R&D. Et donc, la CAP s'est engagée à favoriser et promouvoir une R&D respectueuse de l'environnement et de la santé. Donc, on rappelle dans notre site internet le résumé de ce qu'attend l'ONU. Et vous pouvez cliquer sur le site internet et aller voir les détails de l'ONU, de cet objectif. Et nous étions pour l'instant, un peu frileux sur le sujet. On n'était pas très avancé, même si on travaille sur le programme CAP s'engage avec que des produits RSE. On essaie d'avoir une vision à long terme, donc on est en train de travailler dessus. J'ai déjà une vision à 2022 de mon plan d'action. Et au niveau externe, on vous challenge, donc à la fois par les cahiers de l'innovation, les webinaires que l'on fait avec vous et la digitalisation de la bourse Cap ou pas Cap et des catalogues. Donc, on est sur les prémices d'une action. Et là, je vais vous présenter une commission ADIR, donc qui peut être R&D et développement durable, ADIR, achat, démarche, innovation, responsable. L'indice vert vous pousse sur ce chemin-là, avec des questions qui vous sont posées sur des choses innovantes. Et principalement, la nouvelle de cette année, c'est avez-vous fait des analyses de migration contenant contenu? Et c'est votre service R&D qui a les informations.
plein d'autres sujets, les nanoparticules, j'ai pas tout mis, la recherche des additifs E171, donc où on vous pousse à aller au-delà de la réglementation. Les mesures d'impact sur votre site client, ça fait partie de la R&D pour moi, hein, donc dans notre approche. Et je pense que l'année prochaine, on sera des questions supplémentaires sur ce sujet-là qu'il faudra qu'on co-construise comme on le fait tous les ans en septembre. Voilà pour la présentation générale de ce qu'on peut dire de la R&D et du développement durable. Olivier, tu as quelque chose à rajouter ? Presque en guise de conclusion, parce que je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à tout ce que vous a expliqué Cathy Bou. Nous, notre point de vue, c'est que on ne peut pas décorréler la RSE de la R&D, tout simplement parce que l'innovation n'est pas forcément un symbole d'amélioration. On le voit souvent dans la société, il y a de nouveaux concepts, des nouveaux produits, mais qui génèrent de nouveaux impacts, qui, s'ils n'ont pas été mesurés au moment de la conception, eh bien, poseront plus de problèmes à leur utilisation qu'avant. Donc, pour moi, c'est l'innovation en conscience qui compte, et l'éco-conception des produits ou des services. Et sur ce sujet-là, allez, un petit exemple. Vous avez certainement dû voir dans les obligations réglementaires la suppression des cotons-tiges en plastique ou des emballages alimentaires en plastique non biodégradable. Eh bien, en fait, il y a deux pièges dans ces deux annonces qui peuvent paraître formidables au premier abord. Le premier piège, c'est que si on n'utilise plus de coton-tiges en plastique et qu'on les remplace par du bois, eh bien, on va couper les arbres et les forêts pour le faire, donc c'est pas mieux. La solution est ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des solutions, bien sûr. Et sur l'emballage plastique alimentaire, il existe du biodégradable et du biofragmentable et du biocompostable. Et donc, tout ça est d'une opacité absolue pour le consommateur. Mais si on n'achète pas le bon produit, eh bien, il ne sera juste pas biodégradable, ou alors par des process industriels, donc c'est mensonger. Ce qui veut dire qu'on va vendre des produits plus chers, qui au final ne répondront pas à l'objectif prioritaire. Donc, faire de la R&D, oui, bien sûr, mais en mettant des critères très objectifs au regard de la politique RSE de la société pour que tout soit parfaitement à l'harmonie. Voilà. Et cohérent. Merci Olivier. Donc du coup, par exemple, sur le plastique, vous savez que les établissements de santé utilisent beaucoup de jetables. Donc je suis en phase de prospection de la bonne solution. Et là, c'est un peu compliqué. Franchement, entre ce que vous a annoncé Olivier et les annonces commerciales de vous-même, enfin des fournisseurs habituels, en toute bonne conscience, bonne foi, pardon, pas conscience, mais bonne foi de la part de mes interlocuteurs qui sont persuadés que leur procédé est parfait, eh bien, je trouve des imperfections. Donc, c'est très compliqué, mais ça reste un grand challenge. Et je voulais donc faire un tour de table de vos pratiques, de vos besoins. Donc, je commence le tour de table. Qui veut prendre la parole en premier et nous exposer ou les questions qu'il aurait, ou les bonnes pratiques qu'il y a chez vous, ou les enjeux que vous voulez soulever et pour lesquels nous pourrions vous aider. Donc, n'hésitez pas. Qui prend la parole en premier? Faites-moi signe. Osez. Allô? Toujours la partie difficile. Du coup, pour la première fois, je vais prendre la première personne. Est-ce que Céline, vous voulez vous exprimer? Allez, osez. Allô, oui. Oui, Sandrine. Oui, Sandrine, voilà. Dans l'esprit de ce que vous avez présenté aujourd'hui, moi je sais que je suis compte clé au sein du groupe 3M France et donc pour la partie 3M Santé en ce qui nous concerne aujourd'hui. Et donc au niveau global et mondial, notre direction de l'innovation a pris la décision donc au niveau mondial que tout nouveau produit fera l'objet d'une observation au niveau développement durable et au niveau RSE de façon à valider tout nouveau lancement de produits. Donc en fait, c'est une organisation interne qui permet de venir tempérer et pondérer, mais aussi enrichir, on va dire, de cette donnée écologique et sociétale, tout nouveau lancement de produits. Donc ça, je pense que ça peut être une idée aussi pour d'autres entreprises, c'est de se dire, ben voilà, au-delà des idées de nouveautés, de nouveaux produits, ayons cette réflexion qui permet de valider l'intérêt sociétal d'une innovation avant de la lancer.
Voilà. Et donc, toutes les nouveautés lancées depuis le début de l'année, donc toute nouveauté, tout nouveau produit fera l'objet de cette validation. Et sans cette validation, ne sera pas mis sur le marché par le groupe. Sandrine, d'ailleurs, je peux témoigner sur votre structure. Merci de votre témoignage. En effet, j'ai été sollicitée lors d'un salon où je rencontrais 3M. Et je peux confirmer qu'il y a bien un questionnement qui est fait sur des nouveaux produits qui veulent être rentrés sur le marché français, en tout cas, sur un prototype. On m'a sollicité, un de vos collaborateurs m'a sollicité sur la partie développement durable. Ah, super. Voilà, donc je peux témoigner que c'est bien fait. Et bien après, je ne sais pas la suite qui est donnée à ce que j'ai répondu. Mais en tout cas, j'ai bien été questionnée. Parfait. Voilà, donc du coup, on va garder en bonne pratique et je vais le mettre dans le compte-rendu du tour de table. Donc, en bonne pratique, c'est intégrer la RSE dans l'organisation de la R&D. Tout à fait. OK, merci. Un autre témoignage? Bonjour, c'est Tony. Bonjour Cathy. Bonjour Olivier. Bonjour Tony. Avec Nathalie. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Impeccable. Moi, je voulais juste une intervention. Donc, nous, pour les gens qui sont avec nous, on commercialise tout ce qui touche à l'hygiène et au nettoyage. On revient sur le sujet que tu as abordé tout à l'heure, à savoir Inuscience, puisque nous, c'est une gamme de produits qu'on met vraiment en avant, qui n'est pas la plus simple à mettre en avant, puisque comme nous partons sur des produits hyper concentrés, on a évidemment une tarification au litre qui est à expliquer aux clients. Il serait beaucoup plus simple de parler de produits prêts à l'emploi parce que commercialement, pour le commercial ou l'approche client, c'est simple. Là, on est obligé de dire que bonjour, on va avoir un coût différent, mais on va diluer le produit différemment. Dans la gamme Inuscience, nous, ce qu'on met en avant, et je sais que par exemple, faisant partie du groupe Honnête, nous, ça représente 30 à 40% de chiffre d'affaires en moins de passer sur la gamme Inuscience hyper concentrée. C'est donc un choix de responsabilité, un choix commercial et personnel de l'entreprise. L'idée des produits hyper concentrés avec retour des bidons à l'envoyeur. J'entends par là, en économie circulaire, on a un système qui s'appelle le Dilumob pour venir diluer les produits, dilution à 0,3, 0,5, 1% maximum. Et les personnes en fait du groupe Honnête ou autres en santé reviennent avec les bidons vides pour venir remplir ces bidons. Donc, on n'a plus déjà cette perte de plastique qui part bêtement à la poubelle. Deuxièmement, on ne transporte pas d'eau. Parce qu'en fait, quand on se rend compte dans des produits, on peut transporter dans un bidon de 5 litres jusqu'à 97% d'eau, ce qui est quand même hallucinant. Là, on va évidemment transporter que des produits hyper concentrés. Ça demande une méthodologie, ça demande un suivi, ça demande aussi de rassurer le client. Mais on est là sur des produits donc biotechnologiques, bactéries non pathogènes, évidemment. Et puis dans tout ça, en plus, on a, en évitant le transport et le plastique, nous sommes sur des produits, comme tu le disais, sans OGM, sans perturbateurs endocriniens, parce que là, je crois qu'on va avoir des annonces crescendo sur ces perturbateurs, et pas de COV, donc pas de composants organiques volatiles qui se respirent et qui vont dans le fond des alvéoles. Et autre chose que nous, on met en avant et qu'on travaille maintenant, ce sont des chariots, pareil, ce sont des plastiques, chariots Blacklist Green, où là, on va être en fait dans du plastique recyclé à 75% au minimum et recyclable à 100%. Voilà, ce sont un tas de petites choses comme ça. Et puis deux autres, si j'ai encore 2 secondes, deux autres choses qu'on cherche à améliorer, les sacs biodégradables à base d'amidon. Donc, c'est tout ce qui est sac à déchets, parce que là, c'est pareil. Donc, ça, c'est quelque chose où on est vraiment en approche. Et dans le même cadre, moi, je travaille, par exemple, étant responsable grand compte avec Total, et ils ont un gros problème avec les gants polyéthylène qu'on trouve dans les stations Total, les stations essence, qui s'envolent en fait dans les communes. Et certaines communes commencent à monter au créneau, enfin, commencent pas d'ailleurs, c'est fait, montent au créneau du siège Total en disant « nous, on ne veut plus de ces gants » parce que ça part partout et ça met 200 ans ou 100 ans à disparaître. Là, on est idem. On a reçu des échantillons qu'on met en test, on n'est pas les seuls, sur des gants polyéthylène, mais biodégradables en très peu de temps. Voilà, ça, c'est plein de petites actions qui mettent du temps, qui sont coûteuses aussi, mais voilà, qui s'améliorent. Et le prix des gants, par exemple, vraiment biodégradables, est en train de descendre. Plus on va en produire, c'est comme tout, plus ils seront bon marché. Voilà à peu près 4 zones ou actions. Merci Tony. Bravo. On en avait déjà parlé, donc je sais que vous êtes… Oui, je reviens souvent sur les mêmes sujets, mais c'est vrai que… on se bat ensemble. Juste, du coup, est-ce que vous savez quel est le montant
ou le pourcentage de votre R&D sur votre chiffre d'affaires, par exemple. Ah, là, non. Là, je D'accord. serais incapable. Je vais pas Et regarder, mais… Sandrine? Alors, attendez, je vous redonne la parole, Sandrine. Oui. Alors, j'ai pas le chiffre en tête tout de suite, mais je pourrais vous le reconfirmer. Oui, c'est une Ok. part importante. Hein, c'est une part. J'aurais tendance à dire entre 8 et 10%. Ah, quand même. Ah ouais. Ouais. Ça fait partie de la stratégie de l'entreprise. On a toujours énormément investi dans l'innovation pour renouveler. Alors ça, c'est toute division confondue. La santé, Oui, bien sûr. le reste, hein, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ok. D'autres témoignages, d'autres réactions, s'il vous plaît? Ou des préoccupations que vous auriez pour lesquelles vous voudriez un témoignage ou un abord qui vous permettrait de mettre en place ou d'inciter, ou des argumentaires pour inciter votre direction, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Oui, Ou après, oui, oui, c'est Hélène Bessard, donc General Electric Medical. oui, Donc, donc moi, je suis dans une organisation qui vend et assure le service après-vente des équipements médicaux. oui. Et donc voilà, j'ai fait de la R&D dans mon passé, mais aujourd'hui, je cherche plus à influencer la R&D en disant, bah voilà, aujourd'hui, si vous faites plus d'efforts en RSE, on vendra mieux parce que c'est une attente aussi des clients, on le voit dans les appels d'offres. Et j'avais une question sur une norme, c'était une norme qui est alors relative à des conceptions enfin éco-responsables. Donc c'est l'IEC 60601-1-9. Alors, Et IEC 60601-1-9. 1-9. Ok. Et je voulais savoir quand, quand on vend un produit et qu'on marque ça au niveau de notre manuel utilisateur, est-ce que ça a un sens d'un point de vue conception éco-responsable ou Je vais aller la regarder ouais, et je vous ferai un retour. ouais, ça je veux bien. Voilà, d'accord. Ok, je vais l'analyser et je vous ferai un retour. Ok. Et d'autres témoignages, du coup, vous arrivez à bien influencer la R&D ou c'est difficile? Non, aujourd'hui je suis plus dans le constat. Ah oui. Je pense que enfin, je suis assez convaincue qu'il faut que ça soit une politique d'entreprise, hein, parce que c'est assez compliqué de remonter vers tous les services qui développent des produits, des systèmes médicaux. Oui. Que ça serait bien de faire. Il faudrait aller Est-ce- au-delà d'un retour ponctuel. Ben, le client, il parle de ça. Est-ce qu'on fait ou pas? ouais. Comment on pourrait vous aider, en tout cas de notre côté, en tant que centrale d'achat? Je sais pas, ça pourrait être des exemples de choses qui sont faites sur des équipements médicaux au Des niveau bonnes de pratiques? promotion, ouais, ou des promotions commerciales qui existent et Ok, qui mettent en valeur des produits éco-conçus. ok. Je notais. On va Sinon, réfléchir. nous, en fait, ce qu'on a, c'est les passeports D3E, donc Oui, qui sont écrits pour chaque équipement et effectivement qui permettent un recyclage avec tri sélectif. Je dirais c'est un petit peu la seule information que j'ai oui, sur les équipements. Il y a eu une d'accord. époque où il y a eu un programme effectivement de produits pour le développement de produits éco-conçus, mais voilà, il a duré 10 ans et aujourd'hui il n'existe plus. Ouais. Je pense que la difficulté que vous devez rencontrer, c'est l'approvisionnement sûrement en Chine ou en Corée, qui du coup a des standards pas tout à fait les mêmes que chez nous. Et du coup, devant la difficulté de faire, donc là j'ai une bonne pratique, si ça vous intéresse. Oui. Il y a un groupe de textiles qui a mis en place des audits décentralisés sur leurs usines du Bangladesh, en s'appuyant pour éviter l'empreinte carbone de l'avion du collaborateur français pour aller auditer au Bangladesh, qui audite ces usines de textiles par le biais des pompiers du Bangladesh, qu'ils ont donc formés
à leurs standards. Et du coup, ça c'est assez innovant. Et du coup, ils ont permis de monter en compétence les pompiers sur leurs attentes, hein, puisqu'ils avaient des attentes suite au Ramaza Plaza de sécurité incendiaire, vétusté de l'usine, etc. Et ils ont fait en sorte que les pompiers aient leurs critères d'audit. Et du coup, ils sont en train de mutualiser avec les autres prestataires de textiles qui achètent sur place. Donc, vous voyez, en fait, il faut inventer, il faut arriver. L'innovation, c'est aussi inventer de nouveaux procédés, non plus pour fabriquer le produit, mais pour auditer son produit, pour modifier les pratiques pour aller vers des bonnes pratiques. Donc, c'est vrai que sur les DM, moi, je n'ai pas encore travaillé dessus. J'ai encore un article de presse sur mon bureau de lundi. C'est sûrement un des prochains catalogues. Pour l'instant, je m'occupe de la restauration ce mois-ci et le mois prochain. Et après, je vais voir sur les DM. Et je pense que principalement, c'est la fabrication décentralisée dans les pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Voilà. Un truc à rajouter, Olivier? Donc, Hélène, je suis à votre disposition. On peut regarder ensemble comment d'abord sensibiliser en interne votre R&D. Je pense que je vais introduire des questions plus précises sur l'indice vert l'année prochaine, et notamment l'indicateur, quel pourcentage de votre R&D tient compte du développement durable. Donc, comme ça, on aura une vision un peu plus précise. Voilà. Puis après, on peut le co-construire hein, tous les ans. En septembre, je fais un webinaire sur ce sujet. Ok. Je crois que Nathalie veut prendre la parole. Oui, bonjour. Donc, je suis Nathalie, laboratoire Rivadis, et je suis en charge de la R&D chez Rivadis. Super. Alors, en fait, je ne vous connais pas beaucoup. On m'a transmis le marketing, effectivement, ce webinaire. Oui. Je vous ai pris un peu en cours de route. Voilà. Et puis là, donc, je prends la parole parce que vous avez quelqu'un de la R&D. Très bien, c'est génial. Voilà, donc bon, Rivadis, on est une petite structure. Donc moi, je suis en charge de la R&D sur ce qui est topique, donc soit cosmétique et DM. Oui. Donc pour vous parler un petit peu effectivement du lien entre la R&D et le développement durable, c'est que j'ai initié moi dans le processus en fait chez nous développement produit en juillet dernier. Donc on a mis autour de la table un groupe de travail en interne où il y a des personnes en fait du marketing, donc marketing marché, marketing produit. Il y a des gens en fait des achats, des personnes de l'industriel, du réglementaire et de la R&D. Et en quelques mois rapidement, donc on a fait un état des lieux finalement à la fois de l'écoute client en fait, donc en l'occurrence par exemple la CAP ou nos clients finaux, et aussi des pratiques qui étaient déjà mises en place au sein de l'entreprise, des actions qui avaient été menées mais qui n'avaient pas été communiquées. Et ça a été restitué il y a très peu de temps en fait chez nous au comité exécutif, donc à la direction générale, qui est engagée au niveau de l'organisme sur du RSE. Et donc pour nous, de toute façon, c'est une évidence. Il y a des actions déjà qui sont prises que la R&D de toute façon devra travailler uniquement dans une en fait projection, une démarche de développement durable. Dans cet en fait finalement échange qu'il y a eu avec notre direction générale, il y a eu effectivement, comment dirais-je, une question justement autour du marché B2B, parce que nous on a du B2C et du B2B, donc B2B c'est le professionnel et donc c'est vous, et les personnes du marketing marché, voilà, nous disaient, parce que nous, on allait fort, on prenait des actions assez concrètes, en fait, hein, voilà. Et ils nous disaient, mais attention, en fait, c'est que vous vous engagez là-dedans, mais on n'arrivera pas à les vendre, vos produits. Parce qu'en fait, ce qui prime avant tout, c'est un prix. Et là, ce que vous nous annoncez, moi, actuellement, je le vends à temps et le marché est à temps et je ne pourrais pas aller au-delà de ça. Donc, de cette réunion, alors ça n'a pas fragilisé, en fait, la démarche, hein, loin de là.
puisque souvent c'est dans la contrainte en fait qu'on innove. Mais par contre, voilà, la contrainte prix qui est majeure en fait en B2B, il faut aussi la prendre en compte aussi très tôt lors de l'initiation de tout projet. Mais en même temps, voilà, il faut qu'effectivement, et c'est pour ça que je suis tout à fait satisfaite et emballée parce que là, ce que j'entends, c'est que de vous, dans le groupement d'achat, effectivement, vous êtes de toute façon, c'est un prérequis. Donc, je pense qu'on ne peut que s'entendre. Ensuite, ce qui est ressorti aussi de cette discussion, et ça, c'est plutôt moi un volet que je vois, c'est qu'on ne peut pas travailler seul, il faut travailler avec nos parties prenantes. Les parties prenantes, en fait, locales, les autorités et aussi nos clients, et c'est-à-dire, par exemple, la CAP. Et là, on est favorable, en fait, à s'engager, à faire du co-développement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut effectivement de toute façon avoir des idées en interne, mais je pense que ces idées-là, il faut pouvoir, et vous avez des idées, il faut pouvoir à un moment donné trouver des moments en fait où on peut se réunir et on essaie de voir en fait si ça, on peut aller plus loin, on peut creuser, parce qu'après nous, on a possibilité d'aller plus loin et d'aller jusqu'au produit ou un service ou autre, et de trouver des solutions ensemble. Et je dirais que là, pour moi, c'est un petit peu une bonne pratique qu'il faudrait mettre en place. Alors peut-être qu'elle est existante et que moi je la connais pas parce que je vous découvre en fait aujourd'hui. Mais voilà, j'engagerai plutôt ça au niveau comme proposition sur plutôt du co-développement. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Nathalie. En tout cas, bienvenue. Donc, si c'est votre premier webinaire, nous en avons pratiqué le 17e aujourd'hui et vous les avez tous en accès libre sur YouTube, sur la chaîne CAP. D'accord. Dans la playlist développement durable et vous verrez toute notre histoire et tous nos engagements depuis 2 ans sur la partie R&D, enfin RSE. RSE. Du coup, je rebondis avant qu'on ne clôture, même si on est très très largement dans les temps. Rapidement, je vous fais une synthèse, Nathalie, pour que vous ayez les informations. Donc, on a rappelé la définition de la R&D, on a rappelé les investissements internationaux, les enjeux environnementaux, économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés, qui sont l'augmentation de la population, les ressources limitées, l'accélération du niveau du jour de dépassement depuis 1970, la posture à adopter, donc c'est là où vous avez peut-être les raisonnements à avoir. Je rappelle, bien produire, c'est mieux que de dépenser pour corriger. Donc, il faut refuser de produire ce dont on n'a pas besoin, réduire ce dont on en a besoin, réutiliser ce que l'on consomme et recycler. Voilà, ça, c'est les 4 R importants. Le raisonnement important, c'est l'économie circulaire qui vous permet de balayer tous les piliers du raisonnement d'éco-conception jusqu'à la fin de vie du produit, en rajoutant un pilier social important, la santé de vos collaborateurs, qu'elle soit physique comme psychologique, et l'organisation de la structure. Les risques d'une mauvaise gestion, donc des risques santé environnementaux, financiers, pénaux et commerciaux, et comment on l'abordait chez CAP. Donc voilà, mais de toutes les manières, si vous voulez revoir l'enregistrement, il sera sur le site YouTube au plus tard lundi. Et donc, nous avions abordé notre politique RSE au regard des 17 objectifs de l'ONU et le 9e qui est important, qui pallie à l'industrie, l'innovation et l'infrastructure. Nous aussi, nous avons des argumentaires du style mais c'est un micro-marché. Ou alors, ça se vend pas, j'ai pas de demande, ou c'est trop cher. Mais comme le témoignait tout à l'heure Tony, leur R&D sur les produits d'entretien a fait qu'ils ont diminué leur CA de 30 à 40% sur la partie produits d'entretien. Donc, en effet, ça veut bien dire que ça coûte moins cher à l'établissement de santé. Mais ça, je vais laisser du coup la parole à Olivier, parce que je crois qu'il a un beau témoignage à nous faire sur ce sujet. L'argument prix ne tient plus la route. Eh bien, j'ai eu la chance et l'honneur d'être invité la semaine dernière en Afrique pour le premier congrès africain du développement durable en santé. Il y avait donc des directeurs d'établissements africains. Et il y en a un en particulier qui m'a beaucoup marqué puisqu'il a fait une conclusion en une phrase exprimant bien à la salle que
en fait, le coût du durable était bien moindre par rapport au coût du non durable qui, la plupart du temps, est mal maîtrisé. Il a cité des quantités d'exemples, et c'est bien vrai, on n'a pas tendance en France à calculer le coût de revient en coût global, et quand on additionne les coûts induits par un produit ou une prestation, eh bien, on est un peu surpris des fois de voir que un produit qui est considéré comme durable, eh bien, au final, coûte moins cher qu'un produit qui ne l'est pas. Pour revenir, par exemple, à la thématique il y a 2 mois, sur les effluents. Les effluents, à l'établissement de santé ou à vous-même, vous coûtent la consommation d'eau. D'accord ? On le décorrèle de tous les enjeux de potabilisation de l'eau, tous les enjeux de traitement des effluents. Donc, à partir de là, c'est complètement décorrélé du coût complet. Seulement, moi, je pense que la réglementation va se durcir à un moment donné et que les établissements de santé ou vous-même allez être responsables de la qualité de vos effluents en sortie de l'établissement de santé, puisque là, c'est notre sujet qui nous intéresse. Donc, il va falloir mettre en place des procédures internes de dépollution de l'eau avant sortie de l'établissement de santé et avant remise dans le circuit. L'eau est un vrai exemple de R&D à mettre en place. Aujourd'hui, le seul coût que vous avez pour certains, c'est la consommation d'eau. Est-ce normal? Parce que ça doit représenter, à mon avis, 10% de l'intégralité du coût de l'eau, en fait. Voilà, donc c'est un vrai débat de choix. Moi, je vous ai donné ma façon de voir, ainsi qu'avec Olivier qui a validé mon discours. Si vous avez d'autres suggestions, la R&D était une première ouverture de débat un peu qui sortait de notre champ habituel, puisque c'est moins technique, c'est plus de la réflexion. Je suis à votre disposition pour en discuter. D'autres témoignages peut-être dans la salle? N'hésitez pas, prenez la parole. Ok. Donc, on a clôturé notre webinaire d'aujourd'hui. Les 2 prochains pour cette année, c'est la qualité de l'air intérieur. Donc là, on va changer un tout petit peu de registre. Dans la présentation, vous avez le lien pour vous inscrire que je vous ai envoyé plusieurs fois, mais que je vous enverrai en aparté sur que ce sujet. Et le 6 juin, savoir communiquer autour de sa démarche RSE, puisque ça fera 2 ans que l'on parle technique, on va pouvoir parler communication. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis au 16 mai ou à d'autres dates pour, si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées. D'autres réactions? Salutations distinguées déjà. Merci Tony. Merci à bientôt. et à bientôt. Merci, À bientôt, Olivier. au revoir. Au revoir. Au revoir.